Donc, je suis aussi avec Stanislas Nosperger qui est secrétaire du club et qui viendra répondre aux questions éventuelles. Donc, voilà, le plan de la présentation, ce serait de présenter un peu les limites du modèle économique dominant, l'EFC en quelques mots et exemples, l'achat public et l'EFC, et ensuite, en quelques minutes, présenter le club. Donc, les limites du modèle économique dominant, c'est en fait le modèle dominant actuel. Il consiste schématiquement à assurer une rentabilité économique en vendant plus, donc produire plus et ainsi consommer de plus en plus de ressources. Et le mode de gouvernance aussi est souvent institué en silo, service par service, et ne permet pas naturellement la connaissance des contraintes des autres services. Le modèle d'économie des entreprises le plus répandu rencontre aujourd'hui un certain nombre de limites économiques, sociales et environnementales. Et il est construit sur une logique de volume dite industrielle. Donc, plus je vends d'objets, de prestations, de matières, plus je gagne et plus je peux me développer. Donc, cette logique conduit beaucoup d'opérateurs à engager une lutte par les prix pour gagner des marchés. Il y a une tension sur les marges, une concurrence accrue, un nivellement de l'offre, une difficulté pour les entreprises à se distinguer. Et l'impact négatif sur l'environnement est évident, mais il y a aussi une incidence sur le salarié, puisque pour obtenir plus de productivité, certains dirigeants sont tentés de mettre plus la pression sur le salarié en uniformisant les tâches et en cadrant parfois à l'extrême les procédures. Pour prendre un exemple, une entreprise d'imprimerie, donc FlexInc, qui est assez précurseur en matière d'économie de la fonctionnalité. Donc, ils impriment des étiquettes, flyers, livres, etc. Ils s'inscrivaient, mais ils ont rencontré une impasse parce qu'il y avait une concurrence accrue sur le même territoire et ou sur Internet. La tendance c'était à la baisse des coûts, recherche de productivité en uniformisant les tâches, donc baisse des salaires ou délocalisation même dans certains cas. Et voilà, donc dans cette situation, le dirigeant, il est obligé de se questionner sur la stratégie à moyen et à long terme de son entreprise pour éviter de tomber dans une impasse. Donc, où il suit le mouvement et tente de se développer en s'adaptant à ses concurrents, mais dans ce cas, les impacts sociaux et environnementaux sont mis de côté, ou il peut faire un pas de côté, changer de regard sur son modèle économique et sa gouvernance. Et c'est là qu'intervient l'économie circulaire et plus précisément l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc, en quelques mots, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, donc l'EFC, c'est la définition la plus élémentaire, c'est de remplacer la notion de propriété d'un bien par celle de l'usage d'un bien. Mais c'est évidemment pas aussi simple que ça. L'EFC va proposer un ensemble de solutions intégrant des produits et services pour répondre à des besoins fonctionnels. Donc, ça peut être l'alimentation, l'habitat, la santé, etc. Et dont la rémunération repose sur la performance d'usage, qualité et pertinence de la solution proposée. Le but est donc de prendre en charge les externalités négatives et d'intégrer les externalités positives dans la proposition de valeur, ce qui permet d'élargir le cadre des bénéficiaires. Donc on sort de la logique de volume et on va tenter de découpler le chiffre d'affaires de l'utilisation des ressources matérielles. Donc le pari qui est fait, c'est on peut vendre moins en construisant des solutions qui permettent l'usage plutôt que la possession, comme je disais tout à l'heure, et en permettant la coopération entre les différents acteurs d'une activité pour construire une offre de service intégrée la plus pertinente et une nouvelle forme de contractualisation. Donc c'est un ensemble de clés de lecture qui vont accompagner le dirigeant vers un modèle économique plus global et systémique et qui a pour objectif que l'activité de l'entreprise ait un impact social, sociétal, environnemental et aussi en lien avec l'activité du territoire. Pour reprendre l'exemple de l'imprimeur FlexInc, face à ce qu'il considérait comme une impasse, et il s'est lancé dans une trajectoire EFC. Et un des principaux constats que le dirigeant faisait, c'est une aberration, c'est que les quantités commandées sont souvent supérieures aux besoins réels et aux quantités réellement consommées. Typiquement, un client qui va arriver avec une demande de 10 000 prospectus, le commercial va être tenté de lui en proposer 12 000 pour profiter d'un coût unitaire plus faible et pour faire marcher les machines.
Alors sur les 12 000, il y en aura peut-être seulement 8 000 qui vont être réellement consommés et le reste va dormir dans un placard pendant un moment et finir par être jeté. Donc il y a un gaspillage énorme et le dirigeant propose maintenant à ses clients un projet d'impression qui consiste à interroger plus finement le besoin du client pour revoir le contenu et la pertinence du support, qui peut devenir obsolète rapidement, et la quantité. Donc, pour reprendre cet exemple des 10 000 demandés, ils vont contractualiser pour 8 000 sur une année, mais en imprimer 1 500 de suite, revoir peut-être la pertinence du contenu et en réimprimer 1 000 et peut-être ensuite changer parce qu'ils se rendront compte qu'une phrase est mal comprise, qu'un argument manque. Ça permet une souplesse et moins de gaspillage et aussi une relation de confiance sur du long terme, puisque c'est vraiment l'expertise que va apporter FlexSync à son client. De cette manière, il devient possible de découpler le volume et la création de valeur et d'intégrer des enjeux de développement durable, notamment à travers la pertinence des solutions proposées et donc la diminution de la pression sur les ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. En gros, c'est consommer mieux, consommer mieux, oui, vendre moins, mais mieux. Donc, pour construire une offre qui satisfait tous les objectifs, il faut aller vers une coopération. Donc la coopération, elle peut se faire entre les salariés, mais aussi entre les salariés et les dirigeants, ou entre l'entreprise et ses bénéficiaires. Ça veut dire que chacun doit se mettre dans la situation de pouvoir comprendre les contraintes de l'autre et de les intégrer à son propre travail. Ce qui n'est pas évident et ce qui se construit sur la durée. Ça permet une meilleure compréhension des besoins de chacun. Ça demande à être mis au travail et à mettre en place des dispositifs, des espaces d'échange, de retour d'expérience, etc. Donc c'est en gros s'interroger sur la raison d'être de l'organisation, sur la vision à long terme et sur ce qu'elle apporte. C'est donc un modèle qui allie ergonomie concernant les enjeux de bien-être au travail et un côté économique sur comment on maintient une activité qui pèse le moins possible sur l'environnement et sur le travailleur et qui interagissent avec les enjeux du territoire. Donc, dans le cadre d'un marché public, euh, le gros point, c'est le développement territorial. La commande publique, en fait, se limite pas à répondre à un besoin strictement circonscrit et selon une relation client-fournisseur. Elle peut également favoriser l'innovation, soutenir l'emploi, participer à l'adaptation au changement climatique, favoriser l'insertion, etc. En un mot, elle va soutenir la politique de développement voulue par le territoire. Et c'est là que l'EFC est vraiment pertinente, car elle apporte une solution pour intégrer ces enjeux de territoire à l'activité de l'entreprise et inversement. Il est donc nécessaire dans un premier temps d'avoir un référencement pertinent pour identifier les acteurs du territoire concerné par une grande fonction de vie et ainsi poser les bases d'une coopération. L'objectif, il est plus d'attirer, enfin, il est pas uniquement d'attirer des entreprises, mais aussi de co-développer le territoire et de fidéliser ces entreprises. L'EFC a une approche écosystémique et territorialisée et va apporter des arguments aux entreprises pour s'ancrer et se développer sur le territoire, sur des thèmes comme l'amélioration de la mobilité, de l'habitat, de la santé, du bien-vivre alimentaire. C'est ce qu'on appelle des grandes fonctions de vie ou des sphères fonctionnelles. Ça devient des facteurs de fidélisation des entreprises. Euh, Notamment, comme je disais tout à l'heure, en intégrant les externalités, c'est-à-dire la prise en charge à l'échelle d'un territoire des effets négatifs de son activité, mais aussi de développer des externalités positives, donc les effets positifs, vertueux sur l'environnement, l'économie et le social, qui n'étaient pas attendus en pensant l'offre. Euh, Comme dit précédemment, comme je disais tout à l'heure, on recherche une performance d'usage et l'élargissement du périmètre de l'offre pour optimiser les effets utiles pour le bénéficiaire. Donc, ça implique naturellement la construction d'écosystèmes coopératifs territorialisés, c'est-à-dire un groupe d'acteurs avec des intérêts convergents. Donc, on ne se retrouve non plus avec des concurrents sur un même secteur, mais avec des partenaires. On se déplace donc vers une coopération entre acteurs d'un territoire qui, en plus de leurs intérêts individuels, vont répondre à des enjeux plus globaux, donc les fameuses sphères fonctionnelles. Donc la coopération, comme on en a parlé, ce n'est pas une coordination, c'est bien de comprendre quelles sont les contraintes des autres acteurs et d'intégrer ces contraintes dans son activité. Et elle suppose que les partenaires
partagent le même objectif, aillent tous dans le même sens et fassent le nécessaire pour gommer les interférences qui pourraient exister. Et par exemple, dans le domaine alimentaire, nous, ce qu'on appelle le bien vivre alimentaire, le besoin, c'est d'adopter une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Et les aspects donc environnementaux et sociaux sont liés, mais ne doivent pas être traités séparément et donc ne peuvent pas être pris en charge par un même acteur. Il faut construire un écosystème d'acteurs et donc mettre autour de la table des producteurs alimentaires, des cuisiniers, des spécialistes de la sensibilisation ou de la pédagogie, des logisticiens. Et en plus de ça, les questions agricoles et alimentaires vont concerner l'aménagement de l'espace, vont concerner l'évolution des pratiques agricoles, l'insertion professionnelle, la mise en place de nouveaux circuits de distribution, les nouvelles pratiques de consommation, et il y a aussi un lien très fort à la santé. Tout ceci, c'est indispensable pour atteindre cet objectif de bien vivre alimentaire et nécessite de mettre autour de la table tous ces acteurs concernés par les enjeux du territoire, de santé, de production agricole, de consommation. Donc ça prend du temps. Ça permet une pertinence et une cohérence de la réponse en l'intégrant sur le temps long. Et quelques exemples de dispositifs. On parle souvent de plan de progrès qui peut être vu comme un outil de coopération. C'est une démarche d'amélioration continue des prestations du marché qui permet de détailler les objectifs, les axes de progrès, les indicateurs de mesure, les actions à la charge de chacun et les moyens de ressources. Dans les Hauts-de-France, par exemple, il y a une démarche qui a été engagée de plan de progrès pour le marché beurre, œufs, fromage, alimentaire, dans les lycées de la région. Et ça permet d'engager les entreprises sur des objectifs comme la réduction de consommation, une meilleure qualité de restauration, augmenter la satisfaction des usagers et de proposer des innovations, une nouvelle solution de recyclage par exemple, en cours de marché. Mais tout ça, ça aurait été, ça permet d'être évalué avec le temps. Il y a aussi les contrats de performance énergétique qui concernent plus le bâtiment. Dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, ça permet aux maîtres d'ouvrage de fiabiliser les économies d'énergie qui seront réalisées et de rémunérer le prestataire par les économies d'énergie qu'il va provoquer. Par ces contrats, l'opérateur garantit une réduction de tant de pourcentage des coûts énergétiques supportés par la commune sur le coût d'exploitation d'un bâtiment ou d'un parc de bâtiments, en réduisant la consommation d'énergie. Donc en fait, la rémunération se fait en partie sur l'évitement des coûts. Et comme ça, tout le monde est donc encouragé à ce qu'il y ait de vraies économies. Dans le même ordre d'idées, sur la problématique des déchets, il y a une initiative qui a été faite sur le syndicat Sicoval près de Toulouse et qui est aussi en cours là sur le SMICVAL à Libourne, qui amène à faire évoluer les opérateurs d'une rémunération à la quantité de déchets retraités vers une autre forme fondée sur la réduction de cette quantité et l'accompagnement des citoyens. Donc, le chiffre d'affaires des opérateurs, qui est habituellement proportionnel au volume traité, ne va pas les inciter à favoriser la réduction des déchets. Alors que dans ce système, on imagine une solution où un opérateur serait rémunéré pour accompagner la collectivité dans la prévention des déchets, en lui proposant des actions à mettre en place, que ce soit sur la production, la consommation ou le tri. Et sa marge pourrait augmenter, que c'est plus une prestation qu'une action, plus une prestation, et son image et ses compétences seraient mises en valeur. Le prestataire peut aussi recevoir un intéressement lorsque les tonnages d'OMR diminuent. Donc c'est là aussi sur le coût évité. Et pour prendre un exemple rapide sur la construction, c'est souvent très segmenté. Une construction débute généralement par une commande des collectivités locales, qui est ensuite prise en charge par un promoteur, un architecte, puis un constructeur. Et l'habitat construit devient disponible à l'usage et à l'achat. Et les éventuels travaux de maintenance sont pris en charge par un autre organisme, que ce soit copropriété ou bailleur social. Et donc, il y a beaucoup d'intervenants qui ne partagent pas justement leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience du terrain. Alors que dans une démarche de passage à l'économie de la fonctionnalité, il devient nécessaire de sortir de cette logique de chaîne de valeur et de se dégager de ce fonctionnement en silo pour créer une dynamique de coopération entre les différents acteurs.
Et dès les premières phases, la collectivité, le constructeur, le promoteur, le bailleur, l'architecte vont coopérer pour une conception qui soit la plus pertinente possible au regard des différents usages prévus. Et ce qui fait, en fait, ça évite qu'il y ait beaucoup d'interventions de maintenance qui souvent viennent d'un problème de conception, donc ça évite ce biais-là et ça permet de penser l'usage dès le début de la conception. Donc l'idée là aussi, c'est de concevoir un écosystème productif où la coopération entre acteurs serait renouvelée et où chacun pourrait bénéficier des compétences de l'autre pour améliorer la qualité et améliorer l'usage qui en sera fait derrière. Et il s'agit aussi de faire évoluer la conception du bâtiment, vu comme une infrastructure un peu passive habituellement, qui héberge des gens ayant des activités, vers une conception où le bâtiment constitue une ressource, ou même presque un outil pour la collectivité et pour le territoire. Et un dernier exemple pour peut-être un peu plus illustrer ces concepts, une entreprise qui faisait de la maintenance de mobilier urbain, donc, dont des abribus, s'appelle Urbaneo. Ils avaient un intérêt économique à multiplier les chantiers de maintenance. C'est là-dessus qu'ils étaient payés et ils devaient se battre essentiellement sur les prix pour se différencier et donc retomber dans ce cercle un peu vicieux d'uniformisation des tâches, de perte d'intérêt du travail et comment dire, de poids sur les ressources matérielles. Et pour se différencier, ils ont transformé leur modèle d'affaires pour couvrir l'ensemble de la chaîne de leur activité. Donc avant, ils faisaient de la maintenance. Maintenant, ils font du support de mobilité et ils mettent à disposition des mobiliers urbains multifonctionnels, pouvant également transmettre des informations, sans transfert de propriété. Donc ils en gardent la propriété, mais ils établissent un contrat sur du long terme de mise à disposition d'un mobilier. Et avant ça, de sa conception, donc ils éco-conçoivent le mobilier pour qu'il soit le plus durable possible. Et ils mettent en place une garantie d'un état de fonctionnement optimal et la maintenance et le recyclage. Donc, ils ont tout intérêt à ce que le produit soit le mieux conçu possible pour qu'il y ait le moins de maintenance possible et pour que le client, la collectivité, soit satisfaite. Donc, il y a une moindre utilisation de matières premières et leur activité originelle, principale, qui était la maintenance, devient secondaire et ça devient même un indicateur de la pertinence de leur offre. Moins il y a de maintenance, mieux l'objet est éco-conçu et mieux il sera utilisé. Et qu'au final, l'usager et la collectivité sera satisfait. Donc la contractualisation là se fait sur un ensemble de services et sur du long terme et c'est ainsi que peut s'installer une confiance entre l'acheteur et le prestataire. La compétitivité, elle se fait plus sur la qualité que sur le prix. Donc juste pour préciser, pour finir, après je vous présenterai rapidement le club. Le FC, c'est pas une méthodologie prédéfinie qu'il suffit d'appliquer pour transformer l'organisation. C'est un référentiel qu'il convient de s'approprier pour questionner les modes de faire, le pourquoi, le comment, la raison d'être de l'organisation. Il y a un changement de paradigme qui demande du temps, de l'investissement. Enfin, on appelle ça une trajectoire, en fait. Donc c'est quelque chose qui n'a pas forcément un but, un bout, en fait, une issue prédéfinie. Il y a un progrès constant à avoir. Pour terminer, le club FDD, donc Économie de la fonctionnalité et développement durable, en quelques minutes, c'est une association qui a pour objectif de développer et d'animer une communauté autour de l'EFC en Ile-de-France. Elle a été créée en 2007 par Atemis, donc laboratoire d'intervention recherche. Sur les 10 premières années, il n'y avait pas d'existence juridique, mais une vraie activité réelle de mise en travail de certaines situations, de création de différents ateliers. Et petit à petit, il y a eu d'autres clubs qui sont créés dans les différentes régions et l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité, qui s'est créé en 2014. Et le club est devenu association en 2019, a changé de gouvernance à ce moment-là, avec un bureau, un CA. Et maintenant, une association soutenue par l'ADEME, la région Île-de-France et la DRIVAT. Et c'est toujours le même objectif de développer et d'animer une communauté, d'être ressource pour ses membres,
que ce soit des dirigeants, des consultants, des techniciens, des élus de collectivités, etc., via différentes séances de travail ou de découverte de l'EFC. Et c'est aussi un espace d'action pour promouvoir l'EFC à travers l'Île-de-France. Voilà, en quelques slides, en quelques images, le projet du club, donc avec ce 5e axe sur le groupe de travail sur la demande publique, qui vient faire écho à l'atelier de la commande publique qui a été initié au sein de l'Institut européen. Si vous avez peut-être des questions ou des réponses. Merci, Monsieur Sauce. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie dédiée un peu plus à l'intégration de l'économie, de la fonctionnalité dans vos achats. Pour ma part, j'ai soulevé, vous le disiez, voilà, que c'est une démarche globale. Ça pose la question de quand intégrer cette réflexion en tant qu'acheteur public dans un marché. L'idéal, c'est de l'intégrer dès le début, en fait, dès la conception d'un marché. Parce que c'est à ce moment-là qu'on met autour de la table tous ceux qui pourraient être concernés par l'élaboration du marché. Et donc, cartographier un peu les acteurs qui pourraient être concernés pour les intégrer à cette conception. Donc, dès le diagnostic des besoins et... Il y a l'idée en amont du marché justement de se reposer la finalité de ce que l'on cherche. Lorsqu'en général un marché exprimé sous forme d'un appel à un bien ou un service, et l'idée de remonter d'un cran et de se poser la question quelle est la finalité de ce bien et de ce service, voir éventuellement quelles seraient les opportunités pour éventuellement élargir justement cette fonctionnalité recherchée, par exemple dans le cas d'un bâtiment, par exemple, si c'est un bâtiment scolaire, voir dans quelle mesure on pourrait rendre ce bâtiment multifonctionnel, à quelles conditions de travaux de rénovation, par exemple, pourraient rendre ce bâtiment plus flexible. Donc, l'idée est d'intégrer la fonctionnalité recherchée en amont relativement en amont, finalement, de l'intention de passer à un marché. Oui, Monsieur Nesberger de prendre la parole. Merci. Oui, c'est vrai que ça intervient dès le diagnostic des besoins. On fait souvent un peu le parallèle quand on passe un marché. Je n'ai pas besoin d'une tondeuse, j'ai besoin de tondre la pelouse. Et en fait, on voit apparaître de plus en plus des marchés où finalement on en revient à ce besoin fondamental et on voit de plus en plus de marchés se passer avec des moutons, par exemple, pour tondre la pelouse. C'est de ne pas perdre cette idée du besoin, et ça rejoint un peu aussi la performance d'usage, et c'est vraiment une réflexion qu'on va essayer de faire avoir en amont. On a tendance à formaliser toujours les marchés de la même manière et à tendre vers finalement l'objectif en soi en oubliant le besoin. Donc ça remet aussi un peu ça, dans ce contexte-là, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération dans la façon de penser son marché. J'avais aussi une question sur une cartographie. Vous disiez qu'il faut avoir un peu aussi la connaissance du tissu, des acteurs locaux engagés. Est-ce que vous, le club économie de la fonctionnalité et développement durable, vous faites ce travail un peu de remonter les bonnes initiatives ou les acteurs déjà engagés dans cette démarche? Oui, on fait... on met en place des différentes séances justement pour mettre en avant les acteurs qui seraient les plus vertueux et qui se sont engagés dans des trajectoires EFC, pour faire se rencontrer aussi d'autres acteurs, ceux qui sont ancrés dans une trajectoire, mais ceux qui seraient un peu curieux. Donc on a différentes séances comme ça. Ça va de la séance apéro assez simple qui consiste en un apéro, simplement, à des visites apprenantes. On va sur le lieu de travail de l'activité
Et il y a une présentation qui est faite avec un échange sur ce que l'EFC peut apporter à cette activité et ce qu'elle a apporté réellement. Et ce que ça interroge en fait après dans la dimension du travail. Pour rebondir sur cette question du travail, justement, lorsqu'on est en amont justement de la conception d'un marché, où il y a un certain nombre d'exemples en Belgique, en particulier avec Philips Lighting, maintenant Signify, qui a lancé quelque part une offre d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il y a un exemple d'une bibliothèque municipale qui, au lieu de se réapprovisionner en luminaire, a contracté un service d'éclairage adapté aux utilisateurs donc, de cette bibliothèque municipale avec Philips Lighting. C'est-à-dire que la rémunération dépend d'une performance d'éclairage co-construite, tant en niveau d'éclairement qu'en qualité de la lumière, bien sûr adaptée en fonction soit des employés qui travaillent dans cette bibliothèque, soit en fonction du confort des lecteurs. Donc, vous voyez, il y a s'intéresser à l'activité hébergée, au travail qui est finalement concerné par cet éclairage, par ce service d'éclairage, qui permet de finalement dimensionner dans le cahier des charges quel niveau de service on veut. Ce qu'on appelle la performance d'usage, c'est bien entendu la qualité d'éclairage, sa capacité à bien sûr être recyclé et avoir les traitements de fin de cycle et de fin de vie nécessaires, mais c'est également bien sûr des aspects de disponibilité du service, mais on voit bien qu'il y a bien des aspects d'ergonomie, de performance pour l'usager. C'est pas simplement fournir la lumière, c'est fournir une lumière appropriée. Donc c'est également un bon exemple, juste d'une manière de revisiter un marché d'éclairage. Là, je ne vous entends plus, je suis désolé. Oui, je me demandais simplement s'il y avait d'autres questions parmi les participants. Vous voulez compléter encore, M. Goss ou Nostalgia? Je crois qu'on aura l'occasion d'approfondir sur la question du bâtiment. Donc, un certain nombre de travaux ont été faits dans le bâtiment. Alors, on est parti du contrat de performance énergétique, qui est une forme, on voit bien, de service, de solutions relevant de l'économie de la fonctionnalité. Mais il reste encore à ce stade-là, il reste encore au stade de l'énergie. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une énergie, mais on ne se pose pas la question de pourquoi cette énergie est-elle souhaitée. On recherche une performance énergétique, mais l'idée, c'est d'aller un cran au-dessus et de s'intéresser vraiment aux fonctions fournies par le bâtiment. Donc, on pourra vous présenter les grandes fonctions fournies par un bâtiment, comme par exemple fournir un confort ou fournir une protection. Et c'est bel et bien ça qu'il s'agirait, dans une approche économie de la fonctionnalité du bâtiment, de revisiter ces fonctions-là et donc de convertir un cahier des charges traditionnel en bâtiment en cahier des charges fonctionnel. Ouais, pour faire écho effectivement à votre intervention d'aujourd'hui, qui voulait une présentation générique de la notion d'économie de la fonctionnalité de la coopération et comment elle peut s'intégrer dans la commande publique. C'est un axe qui sera traité par segment d'achat, plus finement par parcours, le premier portant sur le BTP, et vous aurez l'occasion de tenir un atelier pour voir justement les enjeux spécifiques à ce segment.